Troisième livraison de la semaine de votre programme On refait la presse. Mesdames, bonjour, monsieur, bonjour. Bienvenue à tous. La presse écrite est dominée ce matin par les sujets relatifs à la rentrée scolaire. Quelques sons de cloche discordants sont encore enregistrés, notamment autour des frais d'APE. Vous verrez que le quotidien gouvernemental Cameroun Tribune en parle ce matin. Les questions d'économie sont également évoquées, mais il y a cette colère qui vient du septentrion qui constate que plusieurs projets sont malheureusement abandonnés. Les journaux parlent d'une prise de conscience et un engagement des ressortissants du septentrion. Le cas du barrage de Bini à Warak est cité par quelques titres ce matin. On aura la possibilité de faire un tour dans les kiosques pour voir ce que les journaux nous proposent. Et naturellement, les invités réagiront en proposant chacun sa top 1 avec un commentaire qui va avec. Mais cette édition va davantage regarder du côté de l'audiovisuel avec ce qui se fait désormais appeler affaire Yves de Mbela, l'animateur d'origine camerounaise, sanctionné du côté de la Côte d'Ivoire après un plateau qui déchaîne pratiquement toutes les passions et tous les débats, une simulation d'une scène de viol, pas acceptée par les autorités, mais la scène et l'émission elle-même qui divise le monde de la communication. On en parlera dans le cadre de la conférence de cette édition. Le temps de présenter nos invités. On commencera par la dame. Edith Mireille Maningwe, elle est journaliste, directrice de publication de Mère et Enfant Magazine. Merci d'être avec nous ce mercredi. Bonjour et bienvenue. Bonjour Jean-Jacques Zé, bonjour à tous vos charmants téléspectateurs, bonjour à mes co-panélistes, merci de m'avoir invité. Nous espérons que nos contributions vont éclairer la lanterne de tous ceux qui regardent assidûment ce programme et que nous aurons de plus en plus de téléspectateurs après ce programme. Mère et Enfant Magazine, pourquoi ce choix? Parce que ce n'est un secret pour personne. La femme et l'enfant sont les couches de la population les plus vulnérables. Lorsqu'on parle de l'économie, de la santé, de l'accès aux ressources et autres. Mère et enfant, simplement pour mettre en lumière les faits, je veux dire quoi, tout ce qui est initié en faveur de la femme et de l'enfant et qui n'est pas toujours porté sur la place publique. Donner également de la visibilité à ces femmes qui entreprennent dans la sous-région, qui entreprennent dans les contrées, qui entreprennent dans nos villages, dans les zones reculées, mais qui n'ont pas la chance d'être visibles sur des plateaux de télévision comme ceux-ci, ou alors qui n'ont pas la chance de participer aux grands forums qui s'organisent de par le monde. Donc Mère et Enfant viennent donner de la visibilité à ces femmes-là et mettre en lumière tout ce qui est fait pour l'avantage de la femme et de l'enfant. Vous réussissez à vous trouver une place dans cet univers où on a plus tendance à courir derrière les scoops, à chercher ce qui ne va pas dans le monde politique et autres. Est-ce que avec cette vision-là, vous réussissez à avoir une place? Bien entendu, bien entendu. Les questions sociales sont véritablement au cœur des préoccupations des Nations Unies et je vais dire du monde entier. Et lorsqu'on parle de ce qui peut améliorer la condition de l'homme en général et de la femme et de l'enfant en particulier, on a toujours une oreille attentive. On a bien sûr un auditoire, on a des personnes qui nous accompagnent et on a plus que tout de la matière. On a de la matière, parce qu'il y a vraiment de la matière. Et puis maintenant, lorsqu'on cherche à faire du sensationnel, parfois ça nous amène là où quelqu'un est arrivé. Mais je pense que, en ce qui me concerne personnellement, j'ai été motivée par le bien-être des autres, apporter ma contribution au bien-être des autres et mettre l'enfant, parce que dans notre contexte, pour parler de l'Afrique précisément, l'enfant n'occupe pas toujours la place qui devrait être la sienne. L'enfant est un bijou, l'enfant est un trésor, l'enfant doit être aimé, valorisé et porté au devant de la scène. Donc oui, je trouve une audience favorable. Et vous avez une très bonne place dans ce programme. Edith Mireille, merci d'avoir accepté notre invitation, tout comme Jean-Paul Tchapdou. C'est la première pour lui. Il est spécialiste des questions de communication, expert en communication. Il est producteur audiovisuel, on connaît ses productions d'ailleurs au Cameroun et à l'international, des productions telles que Carrière, telles que Stratégie, diffusées sur les antennes de Canal 2 International. Jean-Paul, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et bienvenue.
Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous vos téléspectateurs. Je suis particulièrement heureux qu'on ait pu trouver ensemble le moyen de me permettre de visiter votre chaîne de télé et j'espère que les informations que nous mettrons à la disposition de vos téléspectateurs leur permettront d'avoir une meilleure compréhension des enjeux et c'est un grand plaisir que de me retrouver parmi vous. Merci. Je vais vous poser la même question qu'avec Edith Mireille tout à l'heure. Producteur audiovisuel, vous trouvez également de l'espace? Écoutez, l'espace, ça se trouve, c'est plutôt de l'argent qu'on ne trouve pas. Il y a de l'espace de diffusion. Voici une nouvelle chaîne de télé. J'imagine qu'elle a besoin de programmes comme les chaînes de télé qui sont là. Simplement, le modèle économique est un peu compliqué. Les producteurs indépendants ont du mal à joindre les deux bouts. C'est pour ça que vous ressentez ce manque de moyens sur les productions qui ont des problèmes de qualité, parfois même de régularité, parce que produire est un vrai challenge au Cameroun. Nous avons notre espace. Nous sommes là depuis 2012. En 2022, carrière aura 10 ans. On a tenu pendant tout ce temps. Mais j'avoue que ce n'est pas une situation optimale. Mais nous comprenons ces difficultés parce que malheureusement, les chaînes de télé privées relèvent plus du sacerdoce que du business. Dans tous les cas, Camdis s'est déjà adressé à vous en espérant avoir quelques-unes de vos productions sur nos antennes pour s'arrêter un peu à ces productions. Est-ce que la télévision a compris qu'il faut laisser la place à la production et aux producteurs, tel qu'elle est faite au Cameroun, la télévision? Oui, je pense que la télévision au Cameroun se fait peut-être sans stratégie en fonction des réalités qu'elle trouve. Quand je parle de télé, je parle de ceux qui la font au Cameroun. En réalité, nous avons une organisation législative ou juridique qui devrait permettre à chacun de jouer son rôle, aux diffuseurs de diffuser, aux producteurs de produire, mais la réalité économique nous rattrape très rapidement. Le marché publicitaire est tellement étroit et cela fait en sorte que les chaînes de télé qui n'ont pas vocation à produire en quantité sont obligées, pour ne pas disparaître, de produire elles-mêmes. Et les producteurs indépendants ont d'énormes difficultés à produire parce que le marché de la publicité, malheureusement, ne permet pas à lui seul de supporter les coûts de production. Il y a un modèle économique à trouver. Et il faut que les producteurs et les diffuseurs travaillent ensemble pour trouver ce modèle économique pour que tout le monde puisse y gagner quelque chose. Dans tous les cas, c'est vous qui êtes derrière Carrière, très regardé au Cameroun, derrière Stratégie, très regardé également sur les chaînes de télévision dans notre pays. Jean-Paul, il est producteur indépendant, vous pouvez le solliciter pour davantage garnir vos grilles de programmes avec des productions de qualité. Pierre Laverdure-Omban est un habitué de ce plateau, on ne le présentera pas spécialement, mais c'est lui qui va nous conduire vers les kiosques ce matin. En kiosque ce matin, des sujets, on vous l'a dit, tournent autour de la rentrée scolaire. C'est par exemple la première de couverture de Cameroun Tribune ce matin, le quotidien Capitaux Publics qui parle de cette rentrée scolaire et de ce qu'on observe depuis un certain temps, ce débat sur les associations des parents d'élèves et d'enseignants. Les frais de la discorde, indique notre confrère ce matin. Les frais et les coûts appliqués dans différents établissements sont de la véritable pilule amère pour les parents et on ne s'entend pas toujours sur la méthode de fixation de ces frais d'APE. West Eco parle de la mobilisation pour 1000 bourses offertes à Banganté. C'est la rentrée scolaire, mais le journal indique que c'est aussi la rentrée politique avec le cas de Célestine Ketia-Courtes qui a fait son rentrée du côté de Banganté avec ses bourses offertes aux élèves de ce côté de Banganté. Pratiquement la même initiative à la mairie de Yaoundé 2e où le maire a décidé de bonifier la rentrée telle que l'indique le journal L'Élite qui accompagne justement l'action du maire de cette commune au profit des tout petits de cet arrondissement. Le RDPC en tout cas veut jouer sa partition dans cette rentrée scolaire avec série de remises, des bourses, des dons et autres. Le RDPC, partie prenante de la rentrée scolaire 2021-2022, dit le journal L'Action, le journal du comité central du RDPC, pratiquement sur le terrain de cette rentrée scolaire. Joue également le ministère de la Jeunesse avec des rentrées scolaires et universités citoyennes et patriotiques, campagnes de sensibilisation et autres conduites par ce département ministériel, le ministère de la Jeunesse. Et puis le quotidien sur le chemin de l'école, Yaoundé 2 distribue des kits scolaires
et autres fournitures aux élèves, pour citer l'action du maire de cette municipalité. On pourra trouver également les questions économiques ce matin en kiosque. Économie avec un peu de santé, c'est le jour qui nous parle de cette décision qui pourrait intervenir dans la région de l'Ouest avec la levée des restrictions sur le commerce des porcs. On sait qu'avec la menace de la grippe porcine, de ce côté, des mesures de restriction avaient été arrêtées. Et puis, où en est-on avec la croissance du Cameroun au moment où on prépare le budget 2022 et les orientations du chef de l'État sont connues? Repère nous présente les leviers d'une croissance de 4,4% tels que visés ou fixés par le président de la République. Diapason, on parle de la France qui s'embourbe dans son précaré avec un ensemble justement de fer l'avant d'une dizaine d'années évalué par le journal de François Mbouquet qui est aussi en kiosque ce matin. La République parle également d'économie avec ses 800 milliards qui pourraient servir à relancer les entreprises en difficulté, les difficultés qui sont d'autres économiques, mais également liées à la pandémie de coronavirus. L'économie nous parle du marché financier. La Banque de développement des États de l'Afrique centrale lance ce mois un emprunt obligataire de 100 milliards de francs CFA, l'argent qui pourrait permettre de financer quelques produits, quelques projets dans le cadre de la relance de l'économie, mais également de soutenir le secteur privé. Et puis on notera d'autres sujets, notamment l'affaire liée au mandat de DG, ces mutations qui parlent de l'inconfort juridique, mandat de DG et PCA, analyse sur la longévité et querelle justement ces derniers temps avec la plainte introduite par un parti politique au Conseil constitutionnel. L'audience en tout cas est prévue le 7 septembre prochain. Quelques noms de ces DG en difficulté selon l'expression économique: Adolphe Moudiki, Yawa Essatou, Camille Yakouamoute Abidias, Marie-Claire Nana, traînée en justice derrière cette plainte au Conseil constitutionnel. Et puis d'autres nouvelles dans la presse ce matin. L'info à chaud qui est en kiosque et parle de l'Africa Foot. Le Camerounais est au peu. Le journal souligne justement la nationalité de Samuel Eto'o-Fils parce qu'il y a justement ces restrictions qui est annoncée à l'Africa Foot contre les binationaux entre guillemets. Le journal Émerge et Singan est aussi en kiosque ce matin. Nous parle de cette affaire des biens mal acquis et le fils Obiang Théodorin qui serait victime tout simplement d'une grande escroquerie de l'Occident visant à spolier justement ce fils de président. Covid-19, des milliers de vaccins périmés, le taux des pertes chiffré à 17,8% selon le programme élargi de vaccination. Les gens ne se pressent pas pour la vaccination. On parlait justement de santé. Éco-santé nous amène du côté de Fumbot pour indiquer que la rénovation de l'hôpital d'ici là-bas s'impose pratiquement. L'œil du Sahel aussi, qu'on pourra retrouver, nous parlait de ces projets en difficulté dans le Septentrion. Le cas du barrage de Bini Awarak qui est à l'arrêt selon l'œil en kiosque ce matin. Et puis réalité plus de Paul Ngouare-Kindi, rive gauche du Noun, risque d'affrontement sanglant et mortel entre Bamoun et Bamileke. Il faut vite agir avec une photo du ministre de l'administration territoriale, une véritable interpellation à la une de ce journal. Monsieur le Principe SF, vous avez tous regardé ces journaux-là. On va chacun choisir sa top 1. Pierre Laverdure, la une qui vous parle ce matin. Bonjour Jean-Jacques, merci de m'inviter encore une fois sur votre plateau. On a oublié ce plateau bien sûr. Je voudrais dire bonjour au grand frère Jean-Paul Tchoundou et à la grande sœur Edith Maningwe que je remplaçais à la radio Sciento quand elle partait dans les années passées. Belle histoire. Et donc le grand frère Jean-Paul Tchoundou, à l'époque j'étais à Equinox, et le projetait de lancer son émission Carrière. La une que j'ai remarqué qui m'a intéressé aujourd'hui, c'est une du journal Mutation. Mutation qui parle de DG, mais qui observe justement qu'il y a des difficultés au niveau de la conduite de ce dossier. On va prendre la une de Mutation. Tout à fait. Tout à fait. Pourquoi je pense que le moment a été bien choisi, la balle a été bien choisie, rebond par Mutation, pour essayer d'expliquer. Parce que au-delà... L'inconfort juridique. Oh oui. Il y a... c'est en fait ça. La vérité là en face, elle est implacable. Le président de la République, le peuple camerounais, vit cet inconfort-là. Parce qu'on ne peut pas comprendre comment il y a une loi qui est instituée dans un pays
qui donne un mandat bien arrêté, bien défini à certaines personnes pour diriger les entreprises de public, mais qui, depuis beaucoup d'années, reste sur place. Et puis, ça laisse sa propre interrogation parce qu'on se dit que si ces personnes sont là, elles sont nommées par le président de la République et par elles-mêmes ne devraient pas démissionner. On a vu que le cas avec le directeur général Jean-Pierre Kédi, qui avait démissionné, une autre avait été sortie par le secrétaire général à la présidente de la République pour instruire aux autres DG de rester en place. C'est ce qui fait qu'on se demande, on s'interroge. Qu'est-ce qu'il faut donc respecter? Est-ce qu'il faut respecter les lois, la constitution de notre pays qui institue certaines règles? Est-ce qu'il faut respecter les décisions qui sont prises dans les bureaux en haut lieu? Est-ce qu'il faut respecter les instructions du président de la République qui ne sont pas données de manière officielle et qui sont toujours données sur instruction de monsieur le président de la République? Il y a un peu un certain imbroglio dans tout ce qui se passe, d'où le titre bien choisi de mutation. L'inconfort juridique, qui observe quand même que la loi du 12 juillet 2017 limite le mandat des DG et de PCA, 3 ans renouvelables maximalement 2 fois, ce qui donne un total de 9 ans à la tête de ces structures. Mais après, ça s'arrête là. Personne ne sait si au bout de 9 ans, il faut prendre sa mallette et rentrer à la maison ou attendre justement. Mais c'est parce qu'on a cultivé quelque chose. Nous, les Africains, on a cultivé quelque chose. On ne comprend pas qu'il faut rendre compte. À un moment, la loi vous dit arrêtez-vous sans qu'on ne vous demande de vous arrêter. Le professeur Viviane Ndoa-Biolé l'a fait. L'a fait. Jean-Pierre Kédi l'a fait. La dame, très appréciée, appréciable, que je demande à beaucoup de personnes de suivre son exemple. Elle ne s'est pas fait beaucoup d'amis. Hein. Justement, on lui a dit qu'on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. On a pensé que faire partir, démissionner de parce qu'elle a démissionné de sa fonction de DG, parce que la loi vous dit, vous avez tel mandat à faire, c'est manquer de respect au président de la République. Que non. Il faut savoir que le président de la République, c'est un légaliste. Le président de la République, c'est un légaliste. Alors, on a suivi l'évolution de ce dossier. Aujourd'hui, l'inconfort juridique amène les uns les autres à examiner ce qu'on appelle la non-rétroactivité des lois. On dit que la loi date de 2017 et que, naturellement, aucun DG n'a déjà fait 9 ans si on prend comme point de départ la promulgation de cette loi. Et donc, ils sont en taux de régularité à la tête de ces structures. Non. Ils le savent très bien. Vous savez, quand vous faites 20 ans, 28 ans à la tête d'une entreprise, vous êtes improductif. Et puis, il faut qu'on me montre une entreprise publique au Cameroun qui fait des chiffres excellents. On nous montre ça en dehors de la direction générale des impôts, des douanes, qui sont assez productifs. Le reste, qu'est-ce qu'ils produisent? Mais qu'ils ne produisent pas parce qu'ils sont forcément ingénieux. Non. Attendez, on doit contribuer. Vous savez, il y a une certaine dynamique. Quand on change de personnel, je vais prendre la preuve avec vous. Vous arrivez ici, vous êtes directeur général, vous apportez quelque chose de nouveau, vous apportez un souffle nouveau. Vous comprenez? Quand on voit les résultats, après 29 ans, quelqu'un fait 28 ans à la tête d'une direction générale, c'est pour apporter quoi? Qu'est-ce qu'il va changer? Moi, je pense que, je dirais, ces personnes, je ne voudrais pas mettre les guillemets parce que je ne vais pas être mou là-dessus. Je dirais que ces personnes manquent d'ambition. Elles manquent d'ambition. Et troisième élément d'inconfort juridique, l'affaire a été portée au Conseil constitutionnel par un parti politique et ceux qui lisent la loi disent que ce parti politique n'a pas qualité. Bon, vous savez, moi je ne veux pas être un médium. Je respecte la loi, je respecte les instances juridiques de notre pays. Il faut comprendre qu'il y a beaucoup de choses qui changent. C'est la première fois d'ailleurs, je salue ce président de parti politique là qui Denis Emilien Atangana. Mais il faut dire que c'est une information qu'on avait déjà. On avait traité ça il y a longtemps, il y a 6 ou 7 ans, on avait insisté sur ces DG qui mettent l'eau en fonction, mais aucun président de parti politique n'avait pris la responsabilité sur lui de décrier ce phénomène. Parce qu'il faut dire que c'est ça qui plombe l'économie du Cameroun. Mais je ne veux pas être médium parce que il faut dire que si Denis Emilien Atangana a pris cette initiative, c'est parce qu'il a confiance aux instances juridiques du Cameroun. Le Conseil constitutionnel est là pour examiner les attitudes des choses. Je crois que si déjà on a accepté sa plainte et que vous l'avez dit tout à l'heure, l'audience sera ouverte le 7 septembre. Le 7 septembre, il faut attendre. Et moi je crois que avec cela, c'est un bon coup de pied à la fourmilière. Il y a beaucoup de choses qui se feront après ce procès-là. Alors, vous êtes d'accord pour la pertinence du sujet évoqué par Mutation. Vous êtes aussi d'accord sur la qualité, le titre, l'art? Tout à fait. On est tous séduits. Hein, je suis séduit par l'écriture, par cette façon de choisir, cette façon de titrer, par Mutation. C'est pour ça que je dis que parfois, quand les hommes passent,
ceux qui arrivent doivent implémenter de nouvelles choses. C'est l'exemple ici donné aujourd'hui par notre grand frère, qui est le directeur de publication Georges Alain Boyomo. Vous voyez comment... C'est sa marque. Hein. Oui, tout a presque changé en mutation. Regardez comment la une est digeste. Elle est digeste. On a envie d'aller acheter ce journal dans le kiosque, le lire, parce que juste le titre nous donne déjà l'envie d'aller savoir comment l'information a été traitée à l'intérieur. Moi, je crois que c'est ça qu'on appelle faire du journalisme. Bon, c'est que j'ai vu après avec la rentrée scolaire et tout le reste. Moi, j'ai dit qu'il reste dans la communication. C'est le grand frère qui sait exactement pourquoi les journalistes, il va nous expliquer ça, comment ces journalistes choisissent à chaque moment d'avoir les mêmes titres sur la rentrée scolaire avec les mêmes acteurs. Parfois la même photo. Et parfois la même photo. C'est aussi Hésite Mireille, la une qui a retenu l'attention. Eh bien, justement, j'embraye après mon copanéliste pour parler de la rentrée scolaire, justement. La une de Cameroun Tribune. La une de Cameroun Tribune. Oui, tout à fait. Et cet imbroglio autour de l'APE. Ah, on n'en finit pas. C'est un véritable serpent de mer. Finalement, on ne sait pas à quoi est véritablement destiné l'argent de l'association des parents d'élèves et enseignants. C'est véritablement les frais de la discorde. De mutation, hein. Les frais de la discorde. Les frais de la discorde. Les frais de la discorde, parce qu'on n'a jamais pu trouver un terrain d'entente, savoir exactement à quoi sont destinés ces frais, qui doit les gérer. On a eu des situations où il y a eu vraiment des bagarres, il y a eu des échauffourées dans des établissements scolaires à cause de ces frais-là qui, parfois, sont énormes. Quand vous allez consulter la cagnotte, vous vous rendez compte que... On nous disait ici hier sur ce plateau qu'il y a des établissements qui demandent 43 000 francs CFA par tête d'enfant. Tout à fait, tout à fait. Imaginez donc qu'un parent ait 5 enfants dans le même établissement, ce que ça lui coûte. Hein. Imaginez que lorsqu'on a même versé ça, en ce qui concerne le simple confort, le minimum qu'un enfant doit avoir lorsqu'il va à l'école, je vais parler des toilettes saines, propres, au moins décentes. Non, allez voir ce qui se passe dans les établissements scolaires, c'est n'importe quoi. Allez voir les infirmeries, elles ne sont pas suffisamment fournies. C'est-à-dire que quand vous avez une situation, une blessure, un mal de tête, ou alors, j'allais même parler, pour ce qui est récurrent pour nous les femmes, un cas d'inconfort dû peut-être aux règles, aux menstrues qui débarquent comme ça sur le coup d'une émotion et autres, je vous assure que dans les infirmeries, vous n'avez même pas de quoi protéger la jeune fille avant qu'elle ne rentre se mettre correctement à l'aise à la maison. Pourtant, il y a des frais qu'on appelle frais d'association des parents d'élèves et enseignants. À quoi est-ce que ces frais sont destinés? À quoi est-ce que ça nous sert? Est-ce que le président de l'APE, comme ça a souvent été le cas, s'en sert pour ses propres besoins, c'est-à-dire acheter une voiture, se loger à une meilleure enseigne? Il est temps que le ministère, je vais parler des ministères d'éducation de base et des enseignements secondaires, traite de cette question profondément. Parce que sinon, le silence devient complice. C'est-à-dire qu'on a bien l'impression que c'est un imbroglio qui arrange certaines personnes. Mais les principaux bénéficiaires de cette affaire devraient être les élèves. C'est-à-dire qu'en plus des cours qui sont dispensés, il y a quand même le confort, la salubrité au sein de l'établissement scolaire. Vous allez vous rendre compte qu'on fait l'investissement humain une fois l'an. C'est-à-dire qu'au moment de la rentrée. Et après, il y a la verdure, il y a la saleté. Il n'y a pas un système où on ne peut pas engager une agence qui sous-traite et qui fait, je sais pas moi, le ménage d'entretien dans les établissements scolaires. Il y a même la vétusté des bâtiments, des fois. C'est-à-dire que vous vous rendez compte qu'il pleut, des salles de classe où il pleut. C'est-à-dire que les toits sont défaits et autres. Mais l'association des parents d'élèves ne réagit pas promptement. Qu'est-ce qui se passe? Il faut véritablement... Moi, je pense que c'est vraiment les frais de la discorde. C'est devenu une solution à problème, finalement. Une solution à problème, véritablement. C'est quand même une solution. Tout à fait. L'État a dit ne pas pouvoir tout supporter tout seul. Tout à fait. On a besoin de la grande famille éducative et les parents qui disent « Ok, on va soutenir l'État, mais lorsqu'on va dans ces établissements scolaires-là, lorsque l'État vous demande de payer 10 400 ou 10 500, l'APE vous prend 25 000. Vous prend 25 000. L'accompagnateur prend plus. Tout à fait, l'accompagnateur prend plus. Pourtant, les efforts d'égard des parents sont tels que voici notre contribution pour le confort de nos élèves. C'est de ça qu'il s'agit, parce que l'État prend sur elle une partie des charges. Maintenant, les parents viennent contribuer pour que, je vais dire quoi, pour que le contrat soit win-win, gagnant-gagnant. Mais ce qui se passe, c'est que ceux-là qui ont la gestion, la responsabilité de gérer ces frais, ne le font pas au bénéfice des bénéficiaires, permettez-moi l'expression. Ils le font à leurs propres intérêts. C'est-à-dire que tout de suite, les gros couteaux et les longs couteaux sortent. On va voir que parfois, entre le secrétaire général et le président de l'APE, c'est la guerre. Parfois, c'est la petite famille qui se constitue. Parfois, c'est en complicité avec les chefs d'établissement. Et c'est bien dommage, parce qu'à ce moment-là, ils ne préservent plus les intérêts de leurs apprenants, de leurs élèves, de les... Non, ils sont plutôt dans une affaire où il faut que la cagnotte soit grande dans la caisse de l'association des parents d'élèves, parce qu'ils ont d'autres missions. Et lorsqu'on parle même des activités pour ces périscolaires, c'est
encore les parents qu'on sollicite hein, pour amener les enfants aux zoos, au parc et autres ici. On demande encore aux parents de débourser des sous. Pourtant, il y a quand même une cagnotte assez fournie qui existe au sein des établissements scolaires. Est-ce que l'État n'est pas pris dans son propre piège? Il ne peut plus, avec autorité, demander que cela s'arrête parce que lui aussi, il sait qu'il y a quelques manquements quelque part. Vous savez, cette histoire de l'État qui est pris dans son propre piège et qui perd autorité ne m'arrange pas. Parce que sur des questions aussi importantes. L'éducation. Mais bien sûr, des questions aussi dans importantes. l'échelle des priorités, l'éducation doit se mettre au-dessus. Mais tout à fait. On ne peut pas dire que l'État a perdu son... C'est peut-être comme dans tous les secteurs d'activité au Cameroun. Je n'ai pas envie de penser ça. Mais j'ai envie de dire qu'il est temps. Parce qu'à la tête de ces ministères, il y a quand même des responsables qui ont un cahier de charges, qui ont des missions quotidiennes et pour lesquelles il s'agit des missions régaliennes. On ne peut pas démissionner de cette manière au détriment de la qualité de l'encadrement, de la qualité des enseignements au Cameroun. Si au niveau de l'APE, il y a tout le temps des tumultes, il y a tout le temps des conflits, soyez sûrs, et ce n'est pas un secret, il y a tout de suite de répercussions sur la qualité des enseignants, il y a tout de suite répercussions sur la qualité des cours qui sont dispensés, les frustrations et autres. Au niveau de la gestion, de l'administration des établissements, ça pose un problème. Non, l'État doit sévir. Les ministres en charge de ces établissements, de ces départements, doivent sévir et mettre de l'ordre et de la discipline. Encore que lorsqu'on parle de l'école, il faut de la discipline. C'est Cameroun Tribune qui parle de ces frais de la discorde. Le quotidien, dit-on à Capitaux Public, ne nous a pas habitués à ce genre de titres. Est-ce à dire que le mal est profond? Même de ce côté-là, on est dérangé. Et lorsqu'il s'agit de l'information, Cameroun Tribune aussi s'aligne, de toute façon. C'est clair que le mal est profond, c'est clair qu'il y a eu un tollé général. C'est vrai que le problème dure depuis des années, mais il y a eu des associations de défense des droits de l'homme, des associations des consommateurs et autres qui se sont levées pour dire non, trop c'est trop. Il faut comprendre ce qui se passe avec la gestion de l'association des parents d'élèves. Et dites-vous bien que même à Cameroun Tribune, il y a des parents d'élèves. Hein. Il y a des parents d'élèves. Vous êtes libre d'intervenir si le sujet vous intéresse. Avant qu'on passe à Jean-Paul Talon. Je pense que le problème de l'APE, le premier, le principal, arrive quand on ajoute le deuxième E, à APE. Et enseignants. Voilà. Dès que vous ajoutez les enseignants qui sont des fonctionnaires à une chose qui appartient aux parents d'élèves, ça se complique. Parce que le proviseur du lycée devient membre de l'association des parents d'élèves. Et là, le proviseur, il a une double casquette. En même temps, c'est lui qui est le proviseur du lycée, et en même temps, il est le parent d'un élève. Quand il assiste aux réunions, sa voix est prépondérante. Et donc, c'est un problème. Il faudrait déjà dégager le deuxième E de E, c'est-à-dire que les enseignants... On retrouve la bonne vieille APE, voilà, comme par le passé. APE. Et maintenant aussi, moi je crois qu'on n'est pas quand même des kidams. On n'est pas des dooms. Nous ne sommes pas des dooms dans ce pays. Association, ça veut dire liberté. On est libre d'adhérer à une association. Autant pour moi, je n'arrive pas à comprendre comment on peut imposer à des parents d'adhérer à une association. L'adhésion à l'APE... Mais le discours officiel est clair. Est libre. C'est libre. Oui. On n'est pas obligé. Oui. Le discours officiel. On n'est pas obligé. Il n'est écrit nulle part où on oblige un parent à apporter sa contribution pour que son enfant aille à l'école dans une école publique. Ce n'est écrit nulle part. Le pays non pas. Je crois que la gratuité de l'école instituée, c'est le devoir de l'État de bâtir, de construire des écoles. C'est le devoir de l'État d'éduquer ses citoyens. Alors, le rôle des parents, c'est d'encadrer les enfants à la maison. Je ne comprends pas comment le parent a une responsabilité à la maison et il a une deuxième responsabilité à l'école. Et puis, c'est lui qui a presque toutes les qui arrivent parce que la rentrée scolaire, l'APE, ça c'est rien. Le ministre de l'Éducation de base disait, il y a quelques jours, dans une émission à la CRTV, pour ne pas la nommer, sur Actualité Hebdo, que la gratuité de l'école, les enfants qui sont inscrits entre le niveau 1 et le niveau 2 retrouveront leur fourniture scolaire à l'école. Vous comprenez ça? On le dit à quel moment? Un moment où moi, par exemple, j'ai deux enfants. Vous avez tout acheté. Moi, j'ai deux enfants qui sont le premier, le deuxième est à la section d'initiation à la lecture, la CIL. La première est au cours moins 2. J'ai acheté les sacs et les livres. Comment je fais pour rentrer comme le paquet minimum n'arrive pas souvent très vite. Voilà, donc il y a des choses comme ça qu'on promet aux parents et dont on ne réalise jamais. Et pour finir, il n'y a pas de gratuité de l'école. L'APE, ça devient une charge pour les parents. En fait, tout... Et dans certains cas, il faut payer les frais pour l'informatique. On paye tout. Il faut payer pour le sport. On paye tout. Dans certains cas, les uniformes sont vendus à l'établissement. On m'a dit une fois que mon enfant va finir la maternelle, là, il fallait que j'achète... que j'envoie 5 000 francs pour acheter, pour qu'on lui offre un cadeau. J'ai rien compris. Et quand il est rentré à la maison,
C'était un tout petit cadeau comme ça. Une guitare en plus. Il ne vaut pas 5 000, vous voulez dire. Une guitare en plus. Moi, je ne veux pas que mon enfant devienne Toto Guillaume. Et ça, Jean-Paul choisit sa une. Donc, Jean-Paul, la une qui parle. Alors, des formations professionnelles obligent, je suis partagé. Est-ce qu'il y a des ex-aequos? Je vous explique pourquoi. En réalité, je suis partagé entre la plus belle une, en termes d'image, et la une la plus pertinente en termes de sujet. Si vous voulez que je choisisse... La plus belle, d'abord. La plus belle, en termes d'image, c'est mutation. Mutation. On revient à mutation. Tiens, sujet, sur l'inconfort juridique. Ouais. Alors, c'est la plus belle une sur le plan de l'image telle qu'elle a été conçue. Elle donne envie. Pourquoi j'ai choisi l'autre? Pour moi, la plus percutante en termes de sujet. L'exemple mutation est un bon exemple de contre-programmation. Parce qu'en fait, si on était en télé, tout le monde parle de la rentrée. Vous avez remarqué, il y a 2 ou 3 journaux, tout le monde parle de la rentrée. Mutation choisit librement de parler d'un autre sujet. Mais comment? Avec une image qui est très forte et avec un titre qui est très fort. Justement parce que ce problème, il se pose. J'ai écouté mes copanélistes. Il y a des contraintes juridiques qui m'échappent par rapport à cette affaire. Mais simplement, ma position est la suivante. On nous dit qu'il y a des conseils d'administration qui sont indépendants, qui choisissent les DG. Vous avez un DG qui a été choisi par un conseil d'administration et qui a eu un acte de nomination. Au terme de son mandat, 9 ans, il est important que par parallélisme de forme, qu'il se tienne un conseil d'administration et qui constate, arrivé au terme de son mandat, et qu'un autre acte de nomination vienne mettre... Si vous êtes directeur général d'entreprise, je suppose que la plupart ont fait tenir en haut lieu une note rappelant les arguments ou alors les éléments juridiques de leur présence. Absolument. Et quand ils ne reçoivent pas, j'imagine, de retour de la part de la hiérarchie, qui, elle, doit mettre fin à la fonction comme elle a donné le top à travers un décret de domination. J'imagine que ces personnes sont vraiment embêtées. Il y a eu des exemples, c'est vrai. Madeleine, on doit Biolay, a démissionné. Le directeur général de Arcel, Jean-Pierre Kedji, a démissionné. Mais vous voyez bien que en dehors de ces 2 cas sur une vingtaine de cas, il n'y a rien eu. Quand je me mets à la place de ces gens-là, je dis, qui interprète qu'un décret, est-ce qu'on se lève pour dire qu'on va soi-même mettre fin à un décret du président de la République? Je pense que ces personnalités sont partagées et c'est à ce titre que mutation parle forcément de l'inconfort juridique. Parce que juridiquement, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai été nommé par un conseil d'administration qui a la liberté de mettre un terme à mon mandat. Je lui dis, je suis arrivé à 9 ans, qu'est-ce que je fais? Je ne prends pas un acte moi-même pour me défaire de mon poste de directeur général. Donc je pense qu'il y a des complications juridiques que les experts peuvent nous présenter. Donc sur le plan en tant que communicant, je suis très marqué par cette une. Par contre, pour moi la une la plus pertinente au regard du sujet actuel, c'est la une de Cameroun Tribune. Parce que la différence entre les deux unes, c'est que vous avez un sujet qui est clivant, qui va opposer les partisans des DG qui sont en fonction et les non-partisans. Mais vous avez un sujet qui rassembleur, qui s'appelle Rentrée, ou qui parle des APE. Parce que vous et moi, nous tous, ici présents sur ce plateau, nous avons connu ce problème. Et l'angle de Cameroun Tribune pour parler de la rentrée est très intéressant. Pour moi, cette affaire de APE doit être refondée. Des formations professionnelles obligent. J'essaie d'analyser toujours mon environnement. Et mon ami Roland Kouemen a coutume de dire, même si vous n'êtes pas à l'origine du problème, soyez ou faites partie de la solution. La réalité est que les établissements publics n'ont pas les moyens nécessaires à leur plein épanouissement. En tant que parents d'élèves, nous acceptons librement de contribuer pour que le meilleur soit offert à nos enfants. Le problème est l'utilisation des fonds d'APE et les projets qu'ils sont amenés à financer. Moi, je voudrais qu'une vraie refondation des APE et qu'il n'y ait pas de taux unique, voyez-vous. Pour moi, ça peut évoluer d'année en année en fonction du projet que l'APE s'est librement fixé. Alors, à quoi c'est une association? Mais c'est ce qui manque le plus, hein? Oui, je pense. On paye sans savoir quelle est la destination de ces fonds. Pour moi, pour ma part, on devrait s'asseoir exactement comme le PNDP a aidé les municipalités à produire un plan de développement communal. Les APE devraient s'asseoir, faire un plan à 2, court, moyen ou long terme. Je dirais un plan au minimum à moyen terme, sur 3 ans, en se disant, voici les projets les plus importants que nous voulons mener sur les 2 prochaines années.
ça coûte 5 millions. À l'heure actuelle, les effectifs, même avec des projections, on aura maximum 2000 élèves. Si on reste à 5000, ça va nous faire 10 millions, on ne pourra pas. Alors, est-ce que les parents, puisque c'est une association qui vote, qui devrait elle-même voter les frais de cotisation. Donc, je suis convaincu qu'en tant que parent, si un rapport détaillé, pertinent, efficient est fait de l'utilisation de cet argent-là, on aura moins de mal. C'est vrai qu'il y a des contraintes financières. Mais on sera heureux de constater qu'en 3 ans, mon argent a servi à équiper l'école de mon enfant, à lui acheter telle chose ou à acquérir des ordinateurs. Malheureusement, on a l'impression que cet argent rentre dans des dépenses de fonctionnement, alors que ça devrait aider, pour ma part, dans des dépenses d'investissement. Voilà donc ce qu'il y avait à dire concernant ces deux sujets. Vous avez choisi pratiquement les mêmes journaux comme Une Tribune et Mutation ce matin. Le temps d'entrer maintenant en conflit. En conflit ce mercredi, on n'ira pas dans les kiosques, on parlera de l'audiovisuel et depuis hier. Cette affaire dénommée finalement Yves de Mbela, c'est un compatriote qui travaille pour une chaîne de télévision en Côte d'Ivoire, la nouvelle chaîne ivoirienne, et qui dans sa production a décidé de sensibiliser contre les viols. Et pour le faire, il a fait venir sur ce plateau-là un ancien violeur, un ancien détenu, pratiquement repenti, mais qui a simulé ce viol-là, comment il faisait, comment il opérait, avant de lancer un appel aux femmes. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas être victime des cas de viol? Et depuis le passage de cette émission, les réactions sont nombreuses en Côte d'Ivoire avec des condamnations par les autorités compétentes de l'audiovisuel, 30 jours de suspension et du coup Yves de Mbela ne va pas présenter l'édition de Miss Côte d'Ivoire, entre autres. Madame, Monsieur, pour qu'on se retrouve tous, je vous permets de regarder un peu l'extrait de cette émission qui fait problème. Donc voilà une go. Voilà une go, par exemple. Comment tu fais? Tu l'attaques de devant ou de derrière? Va nous montre comment tu faisais. Souvent, on fait seulement les saluer, puis on se dépasse. Ouais. Dès qu'on arrive, on attrape le coup. Et là, on attrape et puis... Ouais. Il faut dire qu'on presse les seins. Oui, oui. Mais ça peut l'exciter. Ça peut l'exciter. Oui. Puis on l'a fait tomber. Et tu touches son sexe? Oui, il faut savoir ce qu'il fait, il touche le sexe, et puis il l'a fait tomber simplement. Attends, enlève le truc. Attends, on va enlever là. C'est le seul sexe ici qui est vainqueur. Bon, attends, la go là, elle est dure, hein, elle est résistante. Hein. Voilà. Donc quand elle est par terre, tu es souvent seul, tu agis seul ou bien avec des gens? Souvent, quand on est... Tu as dit que tu étais avec quelqu'un, oui? Si on est avec quelqu'un, c'est plus facile. Mais si la go n'a pas trop de... Tu as choisi comment? Mince, costaude? Peu importe. Avec les fesses? Je suis inspiré, ce que je trouve devant, je fais. Ce que tu trouves, ouais. Donc quand elle est couchée, par exemple, ouais, là, comment tu fais? Tu ouais. Il bloque, c'est comme ça, il bloque ça ici, il bloque comme ça, c'est là qui est intéressant. Ouais. Donc si j'ai bloqué là, il n'y a plus à faire, je commence à sucer les seins. Ouais. Il faut l'exciter. Bon, comment, regarde la caméra, comment on fait pour donner, justement, puisque tu as décidé de changer, comment on fait par exemple pour éviter un viol? Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil aux femmes? Regarde la caméra. Pour éviter un viol, ça dépend d'abord de la femme d'être un peu excitée, d'être saoulée. Le plus souvent, quand ils sont saoulés, là, ça ne se contrôle plus. L'homme aussi, peut-être qu'il peut en profiter de cela. Et puis quand vous marchez, évitez de marcher seul dans la nuit, tard dans la nuit. Parce qu'on ne peut pas violer dans la journée, c'est un peu difficile. C'est tard dans la nuit qu'on viole. Donc si vous sortez tard dans la nuit, soyez toujours avec quelqu'un. Ça va vous arranger. Voilà, c'est le conseil que je peux donner. Voilà. Bon. Je suis avec... La séquence donc a problème sur ce plateau. On vous disait que de nombreuses réactions sont enregistrées, notamment l'autorité de l'audiovisuel en Côte d'Ivoire qui suspend l'animateur pour une durée de 30 jours. Le principal sponsor de Miss Côte d'Ivoire, MTN de Côte d'Ivoire,
qui décident également de se désolidariser et ne plus s'engager dans des programmations qui associeraient l'image de Yves de Mbella. Le gouvernement ivoirien a condamné également cette vidéo. Là, on apprend également que les organisations des droits de l'homme ont aussi réagi en Côte d'Ivoire. Certaines sources parlent même de possibles poursuites judiciaires pour apologie de viol en Côte d'Ivoire. Voilà les faits tels que présentés. Pierre Laverdure, toutes ces réactions, suspensions et autres, on a décidé de titrer, s'agit-il du procès de l'image choc pour sensibiliser ou le procès d'une image totalement choquante? Moi, je crois que j'ai regardé cette image hier. Je l'ai parcouru plus d'une dizaine de fois. J'avais froid dans le dos parce que je n'arrivais pas à comprendre comment on peut arriver à parler d'une histoire aussi sérieuse dans une émission et les gens à côté rient quand on parle de viol. Mais de l'autre côté, je n'arrive pas à comprendre pourquoi tout ça est porté sur Yves de Mbella. Peut-être parce que Yves de Mbella a voulu créer le buzz, comme toujours dans toutes ses émissions. Il est le célèbre présentateur d'une émission radio en Côte d'Ivoire qui s'appelle Rien à cacher, où on parle de tout, ou presque rien. Là-bas, il n'a jamais été sanctionné. J'ai écouté ses émissions où il parle de tout, comme de rien. Mais je me dis, c'est pas aujourd'hui que Yves de Mbella a des problèmes en Côte d'Ivoire. Au fort de la déjà ses problèmes avec les téléspectateurs et pour comment je peux dire, pour son penchant, ses amitiés avec Ahmed Bakayoko. Bon, pour revenir sur le côté professionnel, il faut dire que moi je pense que quand on arrive à une émission de télévision, quand on arrive à la diffusion d'une émission de télévision, il y a tout un processus. Pour qu'on arrive à la diffusion, il y a tout un processus. Les questions que je me suis posées, est-ce que Yves de Mbella est le producteur de cette émission? S'il est le producteur de cette émission, il faut évidemment qu'on lui pose des questions. Là, on est déjà pratiquement qui faut-il sanctionner. Mais vous, en tant que téléspectateur et professionnel, le sujet porté en télé, il n'y a pas de problème. Le viol, il faut en parler. Non, le viol, il faut en parler. Il faut en parler, évidemment. Comment? Non, il faut en parler parce que nécessairement, quand on débat, il y a des solutions qui ressortent de ces débats-là. Maintenant, c'est le comment en parler. Je vais vous dire quelque chose au point d'exemple. Je regardais National Geographic une fois. J'ai suivi une émission où on interviewait un monsieur qui est un cannibaliste, qui a bouffé des gens. On n'a pas masqué son visage. Il expliquait comment il a bouffé des gens. Ça, c'est chez les Blancs ailleurs. Vous comprenez un peu? Bon, maintenant, comment est-ce qu'on arrive à ce type de mission? Comment est-ce qu'on choisit le sujet? Je ne sais pas comment ils l'ont fait là-bas, mais je dirais que on doit parler du viol à la télévision, on doit en débattre, mais on doit savoir comment orienter les échanges autour de cette question qui est hautement sensible. Parce qu'on parle quand même, la plupart des fois quand on parle de viol, c'est sur la femme. Et vous le savez, et quand on parle de viol sur la femme, c'est le sexe faible, c'est choquant. Parce que le devoir de l'homme, c'est de protéger la femme. C'est son devoir de protéger la femme. Et donc, il faut savoir comment aborder ce type de sujet à la télévision, parce que nécessairement, il faut l'aborder pour trouver des solutions. Et Edith Mireille, vous avez regardé la vidéo également, oui. Vous avez lu les différentes réactions et les condamnations. Qu'est-ce qu'on retient? Une bonne idée au départ, peut-être mal servie. Tout à fait. Moi, je suis tout à fait d'accord avec cette approche. Je pense que parler du viol, c'est important. C'est que ça ne doit plus être un sujet tabou, il faut en parler. Et il faut même en parler dans les programmes de grande audience, comme ça a été le cas. Sauf que ce n'est pas un sujet dont on parle dans des programmes de divertissement. On ne se divertit pas avec la question du viol. Je suis désolée. Et Yves de Mbella l'a fait. Dans son allant, vraiment dans sa tendance de divertissement et autres, c'était presque, je dis quoi, drôle. Pour lui, c'était presque drôle. C'est-à-dire que quand vous écoutez des éclats de rire, vous l'écoutez mettre quelques blagues, mais la Gaule, elle est dure à débouler. Vraiment, elle est dure. Vous la préférez comment? Vous la préférez ronde avec mince, ainsi de suite. Voilà. Oui. On ne se divertit pas avec des questions aussi sensibles. Imaginez le nombre de téléspectateurs victimes de viol qui ont regardé le programme. C'était comme pour leur dire, souvenez-vous de ce qui vous est arrivé ce jour-là. C'est exactement comme ça que ça s'est passé. Voyez un peu. C'est-à-dire que l'intention était peut-être bonne. Ok, voilà, je vais... Qu'est-ce qui est grave dans l'affaire? La scénarisation
L'emploi des termes. Vous avez écouté les termes, moi je ne vais pas les redire ici. Vous touchez où? Ça se passe comment? Il faut bien qu'elle soit... Non mais attendez. Je ne sais pas. Non, mais attendez. Moi tout de suite je tressaille et je me dis, mais attends, où est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est dans un film XXL ou bien quoi? De deux, il y a un public qui... Moi, sous d'autres yeux, j'aurais entendu huer. Sous d'autres yeux, j'aurais entendu... Oui, mais j'ai écouté plutôt un public qui était... Il a ri, qui est tout... Je dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on rit de ce sujet ou bien on rit de l'attitude du monsieur, de l'ex-violeur? Et puis quand vous invitez quelqu'un sur un plateau pour avoir un peu, c'est-à-dire que modestement, mener des plateaux où on parle des questions aussi sensibles. Vous invitez un ex-violeur. Dieu merci, il est repenti, il ne fait plus partie de ce groupe de personnes. Mais il vient plutôt, à mon sens, il serait venu plutôt pour sensibiliser ceux qui sont restés dans la poursuite de violeurs. Pour leur dire, voilà ce que moi j'avais fait, je me suis rendu compte que je causais du tort à X, Y et Z, je me suis rendu compte que j'ai vraiment détruit les vies de certaines personnes, maintenant je me suis repenti et voilà que je suis. Pas plutôt de venir dire, voilà comment j'ai fait par le passé autre. Et le gars, lui, il était dans son affaire comme si, c'est-à-dire que c'était un peu comme des souvenirs du passé glorieux et autres qu'on présentait aux téléspectateurs. De deux, Yves Dembélé a fait la faute de l'accompagner, non pas de le recadrer, mais c'est plutôt, à mon sens, Yves qui lui servait. Il a presque aidé, hein, voilà, à faire coucher le mannequin. Tout à fait. C'est lui qui l'a amené à se comporter de cette façon-là. Donc Yves a très mal géré son plateau. C'est-à-dire que parti peut-être d'une bonne intention, il a très mal géré le sujet, il a très mal abordé. Et quand même il a fini, c'est-à-dire tout de suite, on a l'impression que la partie solution, c'est-à-dire qu'elle est facultative. C'était la plus courte. Hein, la plus courte. Et puis, lui, il n'est plus attentif à ce que l'autre dit. Il est plutôt occupé à déboulonner le mannequin. Pourtant, à ce moment, il aurait peut-être mis de l'emphase pour dire, voilà, vraiment, qu'est-ce que la première méthode, c'est quoi? La deuxième, c'est quoi? Et faire peut-être répéter au public, puisqu'on est dans le divertissement. Répéter au public, oui, la première méthode, c'est quoi? La deuxième, la troisième. Excusez-nous, pour vous qui avez été choqués de deux, il aurait peut-être été bien que nous revenions là-dessus pour que peut-être qu'on aurait mieux digéré. Entre-temps, il dit au monsieur, regardez la caméra et puis lancez votre message. Oui. Il se retourne, il s'occupe d'autres choses. En tout cas, on commande l'image qu'on a vue tout à l'heure, que Jean-Paul a regardé certainement toute la soirée d'hier et peut-être encore ce matin. Il y a des tendances aujourd'hui qui disent que ceux qui condamnent en font un peu trop. Je dois vous dire qu'en réalité, c'est pour les besoins de l'émission que je me suis permis de regarder jusqu'à la fin. Je n'arrivais pas à regarder jusqu'à la fin. Est-ce que les gens en font trop? Il y a une série d'erreurs qui ont été commises. D'abord, comme disait Edith Mireille, la première erreur, c'est la programmation de cette thématique dans une émission de divertissement qui est à 1 heure de grande écoute. Pour les jeunes, notamment, ça c'est un problème. J'arrive pas à comprendre que tous les filtres qui sont censés être mis en place n'aient pas fonctionné. Il doit y avoir un service juridique quand même. Pour traiter de ce genre de thématique ailleurs, on se rassure avec un psychologue ou un médecin et le service juridique de la chaîne jusqu'où on peut aller. Parce qu'effectivement, il y a un très gros risque de soulever un traumatisme que les gens ont en vie. Si vous traitez une question de sujet sur le viol en disant comment éviter le viol, écoutez, un ancien violeur, c'est pas ça le problème. Que le mec dise, nous on a utilisé telle technique, voici comment. Il a dit, il faut éviter de boire, il va dire, il faut éviter de vous habiller de certaine manière. Mais surtout, ce qu'il doit dire, c'est au violeur qu'il doit parler. Pour dire, écoutez, vous-même, évitez de vous saouler la gueule, ne prenez pas des rues obscures parce que vous avez le rêve, le doux espoir de retrouver des femmes qui auraient pris le risque de marcher toutes seules. Donc, j'étais un peu embêté. Mais en tant que producteur télé, vous êtes producteur des contenus audiovisuels, parler du sexe ouvre quand même une forte audience. Vous pouvez vous lancer? Et ce qui se passe aujourd'hui, Jean-Jacques, vous faites bien de le relever, parce qu'aujourd'hui, nous sommes comme dans une espèce de bulle. Le fait qu'on soit encensé par des dizaines de milliers ou des centaines de milliers de personnes qui nous encouragent, qui ont besoin du sang, et qu'on perde la réalité, je me demande si en fait, il ne faut pas que des gens qui ont la responsabilité de conduire des programmes, des émissions, soient suivis par des psychologues, par des spécialistes. Parce qu'évidemment, vous pouvez perdre pied très très rapidement. Parce que comme dit, vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui rient, il y a des gens qui applaudissent, il y a des gens qui sont contents. Mais c'est ça qui va booster l'animateur à aller le plus loin possible. Puisqu'il donne à son public ce que le public veut.
ce que le public attend. Il ne serait jamais allé là si les gens lui avaient dit, oh, moi, les heures au-delà de cette image qui est diffusée, il y a un ensemble d'erreurs que je n'arrive pas à comprendre. Première chose, cette image aurait dû, la chaîne, dès qu'elle a reçu les premiers signalements, aurait dû faire l'effort de retirer cette image sur Internet. Jusqu'à tout à l'heure, 30 minutes avant le plateau, cette image était disponible. Deuxième chose, la chaîne. Pourtant, la chaîne a présenté des excuses. Mais quelles excuses? Moi, j'ai lu quelles excuses. Elle aurait été la première à dire, pour cette raison, au-delà de l'arrêt prématuré de l'émission qui aurait dû s'arrêter vendredi, présenter des excuses, on a commis une grosse bourde. Ne pas s'appuyer sur les cris des personnes qui ont été choquées, ne pas surfer là-dessus. Dire oui, nous avons commis une grosse erreur. Nous présentons toutes nos excuses, nous nous engageons de pas. Et pour preuve, notre animateur, parce qu'elle aurait été la première à censurer son animateur. Or, comme elle ne le fait pas, cela suppose que l'animateur n'a pas fauté. Et ça, elle a dit, je suis d'accord avec mon animateur. Et moi, j'ai lu les excuses de l'animateur. Je pense qu'au-delà, puisque les images ont été vues en Mondovision, il eût fallu que très rapidement, la chaîne et l'animateur présentent des excuses, retirent cette émission, s'engagent à ce que ce soit retiré sur les... Ça ne répare pas tout. Mais au minimum, les gens se sont rendus compte, eux-mêmes, ils ont été les premiers à se rendre compte de leur bourde. Malheureusement, on n'a pas vécu ça. Et ça, c'est un problème. Oui, mais sauf qu'il faut dire aussi, que... Oui. C'est ce que je voulais dire lorsque vous avez dit qu'on va revenir là-dessus. Dire que, pour moi, il y a une série d'excuses qui sont arrivées. La chaîne a présenté ses excuses, Yves Dembélé a présenté ses excuses. Mais est-ce que les excuses vont résoudre le problème? Je n'en sais rien. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut quand même qu'on rappelle à ceux qui suivent, ceux qui regardent la télévision, ceux qui consomment les productions qu'on met à leur disposition, qu'une production n'arrive pas comme ça à la télévision. Une télévision, c'est tout, une production, c'est tout un processus. Un animateur ne peut pas se lever de chez lui, il arrive ici, il demande qu'on allume l'antenne, alors il décide de faire son émission. Non, c'est pour ça qu'on est dans une chaîne de télévision, parce qu'il y a une chaîne de responsabilité qui prennent les décisions pour qu'on arrive à la production finale. Dieu merci, nous sommes avec un producteur. Je sais que avant que le produit fini arrive à la télévision, il y a strictement des étapes à franchir. D'où mon interrogation. Mon interrogation, est-ce que Yves Dembélé est le producteur de cette émission? Parce qu'il peut être le producteur de cette émission et vend simplement le programme à acheter l'espace. On lui donne une tranche. Même jusque-là, la chaîne doit veiller. Même voilà, lorsque c'est une production externe, la chaîne veille. Oui, la chaîne veille. Mais là, la chaîne n'a pas veillé. Donc, d'où mon interrogation. Le service juridique, la direction des programmes, la direction de la production, tous ces gens-là qui sont autour de la production en télévision, ils sont où? Parce que si ça arrive là, ça veut dire que ça a fauté au départ. Et on vient de poser toutes les responsabilités sur Yves Dembélé aujourd'hui. Le premier responsable, c'est d'abord la direction générale de cette chaîne, qui devrait en principe démissionner. Qui devrait en principe démissionner parce que nous sommes à 36 000 personnes qui ont signé la pétition pour demander à ce que Yves Dembélé ne présente plus cette émission. Il faut dire quand même que c'est allé très vite. Mais il ne faut pas toujours incriminer Yves Dembélé est animateur d'un programme. Peut-être son attitude. Il est animateur. Que Edith Mireille indiquait tout à l'heure, on l'a vu très à l'aise. Il n'a pas eu un moment de recul du tout pendant la mise en scène il y a le personnage Yves Dembélé qui ne va pas changer de suite. J'en venais. N'est-ce pas? Le personnage Yves Dembélé ne va pas changer de suite. D'où la question de la grande sœur, Edith. Est-ce qu'il faut traiter d'un tel sujet dans une émission de divertissement? Et quel est le type de présentateur qu'il faut pour un tel sujet? Maintenant, est-ce qu'à ce niveau, ils ont discuté de cela pour voir si Yves Dembélé pouvait amener à discuter autour de ce sujet? Moi, je ne voudrais pas prêter des mauvaises intentions à Yves Dembélé. Yves Dembélé est absolument dans le buzz en Côte d'Ivoire depuis au moins 20 ans. Ça, c'est sa marque de fabrique. C'est la marque de fabrique de Yves Dembélé. Je suivais une émission où il a invité le pasteur Wafo, où il a dit en pleine émission comme ça que tu t'es arrêté à un carrefour et tu as acheté une voiture qui coûtait dans les 100 millions, je crois 200 millions de francs CFA. Comme ça, il dit ça à un pasteur. Pour ceux qui sont au quartier, ça choque. Mais il le dit comme ça, il dit non, on est ensemble et tu l'as fait.
Parce qu'il crée le buzz. Donc, il est habitué. Est-ce que ce n'est pas ça le problème? Mais c'est donc ça le problème. On a quand même un ensemble d'animateurs aujourd'hui. Tout le monde fait la course au buzz. Tout le monde va avoir un nombre impressionnant de vues. Il faut oser. Ce n'est pas ça le problème? Il ne faut pas causer, il ne faut pas oser dans le désordre. Il faut que chacun prenne sa place. En ce qui concerne la pratique du métier, chacun doit prendre sa place. Vous ne pouvez pas, pour un sujet aussi sensible, confier l'animation, la présentation à quelqu'un qui fait le buzz, c'est-à-dire que quelqu'un qui est tout le temps dans l'animation, dans le rire. Et je crois que c'est là que Yves pêche. En fait, il ne vient pas avec des mauvaises intentions. Simplement, Yves Dembélé n'était pas à sa place. Il n'était pas à sa place. Vous avez souvent regardé des programmes, c'est-à-dire du même ordre au Cameroun. Moi, je parle d'un programme qui passe sur une chaîne qui est très prisé. Vous voyez comment l'émotion, c'est-à-dire qu'on est vraiment pris d'émotion. Parfois, on en arrive à des larmes sur le plateau. C'est ça le rôle du présentateur, dégager quelque chose, faire passer un message, créer la culpabilité chez les personnes de mauvaises intentions et autres, bien les auteurs. C'est de ça qu'il s'agit. Mais là, on était vraiment, mais alors vraiment dans le divertissement. On rit, on touche ici, un peu comme au quartier. Tu tâtes où, et puis ça fait comment, et puis Yves Dembélé n'était pas à sa place. Le gars n'a pas maîtrisé le sujet. Alors vous imaginez bien, Jean-Paul, qu'on débarque à la télé avec un mannequin, visiblement une femme, et on dit au directeur des programmes que l'émission qu'on a fait aujourd'hui, c'est qu'on va simuler un viol. Et on fait venir un ancien violeur. Je pense que lui qui parle de la chaîne des responsabilités, comment un directeur de programme responsable de la chaîne fait pour laisser prospérer ce genre d'idée? Je pense simplement que on arrive à un moment où la télévision est prise en otage par des animateurs superstars qui se croient tout permis. Ce n'est pas qu'au Cameroun qu'on connaît ça, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis. Et au Cameroun, on a vu au-delà des animateurs, il y a des invités qui ont parfois dit des choses très graves à la télévision. Donc, nous devons tous faire attention. Attention parce qu'aujourd'hui, le développement fulgurant des réseaux sociaux a mis en place un nouveau paradigme. Vous savez, les téléspectateurs, il y a 20-30 ans, étaient uniquement des récepteurs. Ils n'avaient pas la capacité de faire valoir leurs avis à une chaîne de télé. Ils n'avaient pas la capacité de faire grand bruit. Aujourd'hui, les téléspectateurs sont devenus des émetteurs. Ils sont devenus à eux-mêmes des médias. Parce que figurez-vous, les confrères n'auraient pas, comment on va dire, relayé cette mauvaise vidéo, les confrères de télé. C'est essentiellement sur les réseaux sociaux que ça se fait. Pourquoi? Parce qu'un téléspectateur lambda aujourd'hui a le même pouvoir, parfois plus qu'une chaîne de télé, puisque en un temps record, il est capable de multiplier par 350, par 1000, par 1 million le nombre de vues. Donc, ça veut dire que ce sentiment de puissance illimitée que certaines personnes développent doit s'arrêter. À partir du moment où vous avez certes 1 million de téléspectateurs, mais il y a quelqu'un au quartier qui a 1 million de followers. Et donc, il a la même puissance que vous au moment où vous communiquez. Ça veut dire que chacun d'entre nous, qu'il soit star ou pas, doit faire attention à ce qu'il dit, à ce qu'il fait. Parce que je ne suis pas convaincu que s'il n'y avait que des téléspectateurs qui avaient vu ça et qui n'avaient pas eu le moyen d'amener ça sur les réseaux sociaux, qui auraient le même tollé. Ça appelle simplement la responsabilité. On ne peut pas rire de tout. On ne peut pas rire sur tout. On ne peut pas utiliser n'importe quel sujet. C'est clair que notre compatriote a fauté, mais la série de dysfonctionnements s'est poursuivie après la faute. Je vous ai dit, il a fallu les premiers tollés pour que la chaîne elle-même se rende compte que, mais tiens, on a fauté. Et quand elle s'est rendue compte, le premier communiqué n'était pas bon. Pour protéger son animateur, elle aurait dû préserver son animateur du lynchage. Pour dire que nous commençons nous-mêmes à vous sanctionner parce que oui, il y a une faute et nous prenons notre part de responsabilité dans cette faute-là. Et je suis convaincu que avant qu'il y ait tout ce qui est là aujourd'hui, parce que la sanction de la chaîne de télé, c'est quoi? 3 jours de suspension, puisque Yves devait arrêter le 3. Donc la sanction de la haute autorité est bien plus sévère que la sanction de la chaîne. Vous vous imaginez si la chaîne avait dit pendant 3 mois, pendant 6 mois, nous suspendons le contrat, ça allait faire vraiment un effet choc. Et les gens allaient à la limite se dire, waouh, il a commencé à payer. Donc pour moi, il y a eu un dysfonctionnement pendant l'émission, ce qui montre bien que les filtres n'ont pas fonctionné. Et après l'émission, il y a eu également des dysfonctionnements. Edith Mireille, vous êtes dans les rédactions pratiquement tous les jours. Il y a toujours ce débat.
il faut voiler, il faut flouter les images, et d'autres vous disent que non, il faut utiliser une image choquante pour mieux sensibiliser. Est-ce que ce n'est pas ce que Yves et les autres recherchaient, une image choc pour passer un message? Sauf que dans la méthodologie, je vais dire qu'il a maltraité le sujet. Effectivement, on peut utiliser des images choc. Ça va dépendre du présentateur, parce qu'il est capacité, il est prêt, il est préparé à le faire. Il sait exactement où est-ce qu'il va. Là, on a l'impression qu'il ne savait pas exactement ce qu'il fallait faire. C'était juste présenter une attitude, et puis voilà, et puis de façon anodine, ou alors de façon rapide et négligée, dire comment on fait pour se défendre quand ça arrive et tout. Non, le présentateur doit être capacité quand il faut utiliser des images. Parce qu'après, il y aura un retour. Il y aura également le plateau à gérer, le public à gérer, tout de suite. Et puis, c'est indirect. Tout de suite, qu'est-ce qu'on fait s'il y a une réaction qui arrive? Lorsque le présentateur n'est pas capacité, lorsqu'il n'est pas outillé, ça peut véritablement aller en vrille à tout moment. Les images choc, les scènes choc ne sont pas interdites à partir du moment où elles sont bien placées et lorsque le présentateur maîtrise le sujet, lorsque c'est bien encadré. Lorsque on a fini de choquer et après on ramène. C'est-à-dire que quand il y a eu une attitude comme celle-là, et c'est là où je rejoins le grand frère Jean-Paul pour dire que le public n'a pas aidé Yves. Parce que le public aurait réagi en défaveur de cette attitude qui serait peut-être revenue à voilà. Donc il s'est laissé entraîner par les acclamations du public. Il aurait peut-être été bousculé, qu'il se serait arrêté un moment pour se dire mais qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, tu corriges tout de suite. Tout de suite, vraiment, et là, tu prends toute la mesure de la connerie, la bourde qui a été faite pour dire, voilà, il y en a certainement qui ont été choqués, bousculés, nous vous présentons vos excuses, mais il fallait que nous le fassions, même si tout de suite, vous n'aurez pas, j'allais dire quoi, vous ne ferez pas l'unanimité, mais on aura quand même compris que, à un moment, vous êtes égaré. Vous avez eu un moment, et vous revenez tout de suite, vous vous arrangez tout de suite à corriger. Et sur le plan de la sensibilisation, oui. L'ex-violeur, là, qu'on a vu, s'adresse aux femmes particulièrement, ne vous saoulez pas, ne marchez pas tard la nuit, et ça s'arrête là. C'est-à-dire que le violeur peut exister, c'est à vous de l'éviter. Tout à fait. Il porte atteinte à la liberté des gens. Tout à fait. On ne va pas dire aux femmes, elles ont envie de boire du vin, de marcher. Elles ont le droit de marcher où elles veulent. Lui, il doit sensibiliser davantage les violeurs. Pour leur dire comment est-ce qu'on se sent violeur, quelles sont les pulsions qui viennent les unes avant les autres. Pour dire attention, sachez que si vous n'êtes pas tolérant à l'alcool, une fois que vous avez pris de l'alcool, évitez de voir tel genre d'image, on aurait compris. À la limite, mais venez dire aux femmes, bon, n'allez plus nous faire plaisir, c'est à vous la faute. C'est à vous la faute. Et ça, c'était... Je pense que là, on a raté la cible, même en termes de communication. Pierre avait dit. Non, moi, je pense que c'est même pas qu'on a raté la cible. On réussit toujours à atteindre une certaine cible. Moi, je pense que c'est au niveau du casting. Au niveau du casting. On a choisi la mauvaise personne. Le violeur. C'est le violeur le plus connu. Oui, mais attendez. Ou le plus courageux. Il n'est certainement pas le plus connu. Maintenant, on discute avec celui avec lequel on va faire l'émission avant. On le briefe. Il est briefé sur certaines choses. Maintenant, on lui dit... Surtout compte tenu de la délicatesse du sujet, un briefing est fondamental. Tout à fait. On lui dit ce qu'on attend de lui. On lui dit, voici ce que nous attendons de toi. Je crois qu'il y a un briefing qui est fait. Donc, c'est pour dire que, comme disait JPT tout à l'heure, c'est au niveau des filtres qu'il y a avant la production de l'émission. Moi, je vais insister là-dessus. Parce que tant qu'il y a des choses qui passent, on aura toujours ce genre de bourde à l'antenne. On aura toujours ce genre de bourde. Parce qu'il faut insister là-dessus. On doit insister là-dessus. Chacun doit fermement jouer son rôle à la télévision et ne rien laisser passer qui pourrait nuire aux téléspectateurs. Parce que je ne comprends pas comment un animateur de télévision parle de viol, il a la main dans la poche. Déjà, son attitude. Deuxièmement, on parle de viol, il y en a qui rient. L'animateur lui-même ne prend pas le sujet très au sérieux. Il dit des mots en nouchi dans la langue vernaculaire ivoirienne, en nouchi. Il monte sur le plateau, il est plus proche du mannequin. Il a des mots qui sont du sens du toucher, tu touches où, et tout ça. Des mots qui, vous ressentez, vous qui avez assisté à des productions, qu'il n'y a pas eu un travail. On pouvait bien, sur cette émission, avoir l'ex-violeur sans avoir besoin de la mise en scène. Oui, c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas eu de préparation. Il n'y a pas eu un travail en amont pour qu'on arrive à la production. Peut-être qu'il y a eu un travail mal orienté. Et c'est là la difficulté du direct à la télévision.
c'est pas tout le monde qui fait le direct. Il s'improvise pas. On ne s'improvise pas. Au-delà de la responsabilité de la chaîne de production, moi, je mets une emphase sur la responsabilité du présentateur qui doit être capacité. Je vous assure que si vous n'avez pas le profil qu'il faut pour gérer ce genre de plateau, eh bien, ne vous y aventurez pas. Et les chaînes de télévision, les producteurs, les managers savent exactement qui peut faire quoi sur un plateau. Qui peut faire quoi si vous... on a cette tendance qui fait que tout le monde passe sur n'importe quel Et plateau. je pense que c'est justement pour ça qu'on a des animateurs qui sont un peu rebelles. Et tout à l'heure, il disait qu'il y a des animateurs qui pensent qu'ils sont au-dessus de tout le monde. Ils sont tellement superstars que vous avez un conducteur d'antenne, il arrive à un moment, il vous glisse quelque chose que vous n'attendiez pas. Eh bien, il en assume les conséquences. Voilà. C'est peut-être pour ça qu'on peut comprendre, peut-être c'est ce qui peut expliquer l'attitude de la chaîne aujourd'hui, qui se rend compte effectivement qu'elle n'a pas joué pleinement son rôle dans l'encadrement du programme. C'est-à-dire qu'elle n'a pas été vraiment présente. Et puis maintenant, on ne peut pas tout de suite accorder toute la responsabilité à Yves Dembélé. Ils ne peuvent pas le jeter comme ça à la vindite en pâture. Et ils essayent un peu d'arrondir les ongles en interne. Moi, c'est l'interprétation que je fais. La chaîne peut-être prend conscience de ce que, au mauvais endroit, elles ont mis la mauvaise personne. Jean-Paul, les émissions de ce style, grand public, grand podium, avec une foule totalement incontrôlable et autres, on les voit ailleurs. D'ailleurs, les présentateurs, les promoteurs de ce genre de programme s'inspirent de Vendredi Tout est permis, Méthode Coé. Et on vous dit, là-bas, tout se passe sur un plateau. Il y a des gens carrément qui enlèvent leurs vêtements sur les plateaux de ce côté-là. Vous savez, les télés que nous regardons le plus dans les chaînes françaises ne sont pas exemples de ce genre de reproches. Il y a plein de dérapages. Cyril Hanouna en fait, Éric Zemmour en fait. Et pourtant, c'est des gens qui sont conseillés. Mais ce n'est pas sur n'importe quel sujet et ce n'est pas de n'importe quelle manière que ça se passe. Et c'est des gens qui sont conseillés, c'est-à-dire qu'ils ont des conseillers juridiques, ils ont des psychologues, ils ont même des psychiatres et des psychanalystes à côté d'eux, mais ils font ces erreurs-là. Ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, du fait des réseaux sociaux, nous sommes embarqués dans une espèce de tourbillon, je l'ai dit tout à l'heure. Il faut simplement qu'on retienne des leçons de ce qui s'est passé. Parce que je suis sûr que ça va se répéter. Parce que j'ai vu des animateurs au Cameroun dire des choses graves. Je ne vais pas citer le nom, mais nous avons suivi ici un animateur dire comment il fallait faire pour maîtriser sa femme. Comment il fallait, par où est-ce qu'il fallait taper, il fallait toucher. Ça n'a pas suscité le même tollé au Cameroun, mais c'est extrêmement grave. Mais c'est ce sentiment d'impunité-là dont je vous parle. Parce que quand on entraîne 1 million de followers avec soi, parce que quand, après l'émission, on dit qu'il y a eu 350 000 vues, et que les gens vous écrivent, t'es le meilleur, marche l'eau. T'es le meilleur, on t'aime, on t'adore. Mais à un moment, on perd la réalité. Je pense qu'il est important, voire urgent, que tous nos influenceurs-là et ces présentateurs-là aient chacun des psychologues pour les accompagner. Je suis sûr qu'on va assister de plus en plus à des... Les gens vont péter les plombs, là. Parce qu'avec ce public qui ne s'arrête pas, c'est incroyable. Et j'imagine qu'il faut être un surhomme pour être parfait. On peut commettre des erreurs. Mais en se faisant entourer, en prenant un minimum de précautions, par exemple, sur le sujet d'hier, avec un psychologue, avec un spécialiste, on parle peut-être qu'ils étaient là tous, mais bon. Peut-être que s'ils avaient été là, effectivement, on aurait réduit un peu le choc. Dans tous les cas, le problème, c'est la mise en scène et la participation de l'animateur. Alors, les réactions qui ont suivi, Jean-Paul, vous êtes un spécialiste des questions de communication, de gestion des marques. MTN n'a pas attendu, étant engagé dans le cadre de l'élection Miss Cameroun. MTN s'est prononcé immédiatement. Miss Côte d'Ivoire. L'élection de Miss Côte d'Ivoire. Oui. Oui, MTN n'a pas attendu. Enfin, tout ce monde a attendu que ça gronde sur les réseaux sociaux d'abord. Parce que la plupart des gens, moi j'ai été informé par les réseaux sociaux, je n'ai pas suivi. Cette chaîne d'ailleurs, on ne la capte pas ici, sauf si je me trompe. Donc nous les Camerounais, peut-être, je ne pense pas que ce soit sur les siens, soit sur... C'est déjà sur le bouquet. En tout cas, moi je n'ai pas suivi. C'est normal. Ces chaînes-là ne peuvent pas prendre le risque de compromettre soit leur image, soit leur réputation. L'image encore, ça va, ce n'est pas leur image, parce que ce n'est pas ces chaînes qui ont commis la bourde. L'image, c'est quoi? C'est une représentation mentale de ce que représente une marque, de ce qu'est une marque. Maintenant, la réputation, qui en fait, au-delà de l'image, fait appel à la notion éthique, qui va au-delà du savoir-faire, de l'expertise.
vous êtes un excellent journaliste. Si vos mœurs ne sont pas propres, alors on va parler de votre réputation. Donc, ce qui est en jeu, c'est la réputation de cette marque-là. Elles ont donc vite fait de se désolidariser de ce qui s'est passé hier. Et je pense que c'était le minimum qu'elles pouvaient faire. Ces réactions, Edith Mireille, les droits de l'homme se sont prononcés, le gouvernement s'est prononcé, notamment le département ministériel qui s'occupe des questions de femmes et autres, condamnation totale. Ce n'est pas un peu trop? Ça ne peut pas être trop parce que il y a quand même eu des excuses. Oui, il y a eu des excuses, mais on ne peut pas apprécier malheureusement l'impact qu'a eu cette production sur des victimes de viol. À ce moment-là, on serait peut-être en train de minimiser la chose ou bien d'estimer que la sanction est lourde, que les victimes, elles, se sentiraient comment à ce moment? Imaginez quelqu'un à qui on fait revivre la scène de son viol, qui est encore en plein dans le traumatisme. On ne peut pas apprécier, on ne peut pas évaluer. Donc, du coup, les sanctions ne sont pas lourdes. Peut-être qu'avec le temps, il y aura un apaisement, assurément, mais il faut bien qu'à la faute, il y ait une sanction. Il faut bien qu'à la faute, il y ait une sanction. Et puis, vous savez, lorsqu'on parle des questions de droits de l'homme, lorsqu'on s'attaque aux droits et à la dignité de la femme, tenez-vous tranquille, vous trouverez du répondant. Désormais, c'est clair. Et ne pas l'intégrer dans son fonctionnement, ne pas l'intégrer dans son quotidien, c'est-à-dire que vous soyez une femme ou un homme, ne pas intégrer que vous devez protéger la vie de l'être humain et protéger les droits des femmes et des enfants est une grosse erreur. À chaque fois que vous faillerez, vous tomberez dans les sanctions. Pour ce qui est de ce programme précisément, avec cette forte audience, avec le nombre de femmes qui étaient assises sur le plateau et qui regardaient, qui écoutaient, le nombre de jeunes filles, parce que là, les jeunes filles qui ont été victimes de viol, les femmes qui ont été victimes de viol, et même parce qu'un violeur est un malade mental. Le nombre de malades mentaux qui peut-être se sont sentis ragaillardis dans leur posture, comme quoi, ah, on parle de notre affaire là, ah, on arrive, ah, mais finalement, c'est pas mauvais, autre. Vous voyez bien que lorsqu'on parle de sanction, on ne peut pas apprécier, il est difficile de mettre le tout sur la balance et se dire non, on en fait trop, ou on n'en fait pas trop, parce que peut-être que moi, je n'en ai pas été victime, je peux négliger la sanction, mais imaginez celles qui en ont été victimes. Je pense que... Il avait déjà lu quand même dans les réseaux sociaux, en termes de réaction et contre-réaction, certains des milieux de la communication qui estimaient que ceux qui condamnent durement ont manqué de solidarité, parce que c'est quand même un confrère. Non, c'est pas parce que on est dans la confraternité qu'on ne va pas sanctionner quelqu'un quand il a fait une faute. Professionnellement, Yves Dembélé a fauté. Mais est-ce qu'il a prémédité ce qu'il voulait faire? C'est là l'autre interrogation. Est-ce qu'il a fait parce qu'il avait bénéficié de circonstances atténuantes, voilà. Parce qu'il dit quand même que ce n'était pas l'objectif. Voilà. L'objectif, c'était de sensibiliser. Parce qu'il faut voir aussi, quand il demande au violeur, à l'ancien violeur, de regarder la caméra et de donner des conseils aux femmes. Je crois qu'il a eu l'intention de vouloir faire servir quelque chose, même s'il sert ça très mal. J'ai retrouvé une publication de l'artiste camerounaise Carole Bakoto sur le sujet, où elle a copié la publication d'une autre camerounaise, Juliette Abois, après cette émission, elle qui était totalement d'accord avec Yves Dembélé et qui disait que elle disait que Yves Dembélé, je crois que j'ai le texte ici, que la nouvelle chaîne ivoirienne nous a juste montré le reflet de ce que nous cachons dans nos maisons, dans nos familles. Vous voyez que chacun a sa lecture. Parce que dans les maisons, je pense qu'elle a compris ça autrement. Nous, professionnels des médias, on va sanctionner directement Yves Dembélé parce qu'il y a des choses qu'on ne fait pas à la télé, il y a des choses qu'on ne dit pas à la télé, il y a une façon de se présenter à la télé. Mais pour d'autres personnes qui ont vécu le viol, il fallait qu'on en parle. Il fallait qu'on montre un peu ce genre d'image pour que ça interpelle d'autres personnes, pour leur dire que vraiment, il y a des diables ici dehors qui marchent dans la rue, dans le noir, et qui s'attaquent aux femmes. D'où la sortie de cette femme, qui rappelle pour dire que le phénomène n'est pas seulement dans la rue, après ce que le violeur a dit, c'est aussi dans les maisons. Parce qu'il y a des papas qui violent leurs enfants, il y a des mamans qui violent les enfants de 7 ans, mais on n'en parle pas. Il faut en parler. On est tous d'accord qu'il faut en parler. Il y a des magnifiques programmes à la télévision, même au Cameroun, il faut le dire, c'est un peu ça le but de notre émission, on refait la presse. Il y a des magnifiques programmes, Regard social sur Equinox, il y a un programme qui parle de Confidence sur Canal 2 International, il y a des programmes là où on parle, il y a des gens qui témoignent à visage découvert que ce n'est pas un scandale. Tout à fait, Jean-Jacques. Je pense, permets-moi de revenir sur
la question précédente par rapport aux médias, est-ce que les médias n'en font pas trop? Je comprends un peu le sens. Il ne s'agit pas pour les médias de ne pas parler, de ne pas se saisir d'un sujet. Je pense que ce que Jean-Jacques veut dire, c'est qu'on a l'habitude, surtout au Cameroun, qu'une fois qu'un confrère de la presse est en difficulté, les premiers à tirer sur lui sont ses collègues. Alors, on peut traiter de l'affaire Yves Dembélé, je ne sais pas si ça a déjà été traité, sans donner l'impression que c'est quelque chose qui a été prémédité. Mais non, personne ne peut croire qu'il a prémédité, personne ne peut dire qu'il a bien cherché. Je pense que simplement, il s'est laissé prendre dans un engrenage avec les encouragements du public en voulant donner au public... en voulant donner au public ce que... Oui, en voulant faire de Yves Dembélé peut-être. Mais évidemment, on ne va pas... C'est quelqu'un qui a d'autres programmes de qualité qui sont suivis. C'est quelqu'un qui a au moins 20 ans d'expérience, 20 ans de réussite, j'ai envie de dire. On n'a pas 20 ans de réussite et de succès si on fait tout le temps des bouts. Donc, je pense que pour moi, les croyants savent que le Seigneur ne vous donne pas une peine s'il ne vous sent pas capable de la porter. Donc pour moi, peut-être qu'il fallu qu'il trébuche après 20 ans de succès pour qu'il se rende compte de ce que rien n'est acquis, tout se construit au jour le jour et quel que soit le niveau qu'on a atteint, on n'est jamais à l'abri d'une erreur ou voilà. Et personne n'a mis en doute les qualités de bon animateur de Yves Dembélé. D'ailleurs, s'il est choisi pour présenter les grands événements en Côte d'Ivoire ou ailleurs, parce qu'il en présente également au Cameroun et dans d'autres pays, c'est qu'il est un bon animateur. Ce qui a été dit au cours du programme relève des critiques purement professionnelles et l'essentiel a été dit. On ouvre une petite page des coulisses. Le journal Info à chaud a certainement anticipé, n'a pas attendu, mais c'est le sujet qui va certainement faire la une les prochains jours. Élection à la Fédération camerounaise de football. Les conditions d'éligibilité sont de plus en plus connues et celle qui retient l'attention des uns et des autres, notamment Info à chaud, que vous allez voir s'afficher tout à l'heure, ce sont des questions de nationalité. Et le journal parle de le Camerounais Eto Peu. Le code de nationalité camerounais est parfois interprété de manière très maladroite par de nombreux Camerounais, alors que la loi du 11 juin 68 portant sur le code de la nationalité camerounaise est plus que claire sur l'obtention de la nationalité camerounaise, plusieurs fois désigné meilleur footballeur africain, le 100% camerounais, né au Cameroun, parent camerounais, ancien capitaine Lions du Cameroun, Samuel Eto'o-Fils est camerounais avant tout et doit pouvoir postuler à la présidence de la Fédération camerounaise de football. Les textes en vigueur lui sont d'ailleurs favorables. Ce n'est pas la première fois dans le cadre des élections qu'on en parle. On a connu cela dans le monde de la musique. On en parle maintenant dans le monde du football. Souligner cet aspect de camerounité. On a parlé de ça aussi dans le monde politique. Le monde politique aussi. Avec Hervé Com qui a été... Oui, tout à fait. Oui. Souligner cela aujourd'hui, notamment dans ce milieu-là, sachant que la plupart des footballeurs sont parfois appelés à aller chercher pour leur carrière, pour avoir le droit d'être alignés, parce qu'il y a des limites en termes. Qu'est-ce que ce n'est pas négliger ces aspects qui s'imposent parfois souvent à un footballeur? Écoutez, je suis personnellement très mal à l'aise quand on aborde ces questions. On aurait dit être de nationalité camerounaise. Il n'y a pas de problème. Ce sont des Camerounais. Mais vous voyez bien que malicieux qu'ils sont, ils parlent de double nationalité. Alors, vous voulez aujourd'hui remettre en question la nationalité de Samuel Eto'o, de Roger Mila, de Bel Joseph Antoine, des gens qui nous ont fait rêver, qui nous ont donné énormément de joie, qui ont fait honneur à ce pays, parce qu'un matin, ils se sont découverts la volonté ou l'ambition de candidater à la présidence de la FECOFOOT. Ça, c'est... On est en train de donner un spectacle de mauvais goût au monde entier. Je pense que la loi, la loi, il faut l'appliquer, et nous devons simplement veiller à ce que la loi soit appliquée et non détournée au profit des gens qui ont envie de s'éterniser dans cette affaire-là. C'est un processus d'élimination qui a commencé, Pierre Laverdure. Pour éliminer qui, en fait? Ceux qui pourraient avoir la double nationalité. Et si on dit qu'ils pourraient avoir la double nationalité, la plupart d'anciens footballeurs camerounais, il faut le dire, on a suivi l'interview de Idrissou avec Jean-Bruno Tagne, parlait justement de tout cela qui pourrait être rattrapé si jamais on évoquait cette question.
Vous savez, au-delà du problème Eto'o, parce que moi je ne pense pas qu'il y ait un problème, hein. C'est peut-être la presse qui en parle comme ça. Moi je ne pense pas qu'il y ait un problème. Le problème est celui entre les footballeurs et ceux qui n'ont jamais tapé dans la balle et qui veulent gérer le football. Nous sommes arrivés à ce niveau-là. C'est ça que je parlais d'élimination. Et Voilà. éliminer tous ces footballeurs. Nous sommes arrivés à ce niveau-là. Et c'est le problème qu'il y a toujours eu à la FECAFOOT. Le jour où ceux qui dirigent la FECAFOOT vont comprendre qu'il faut donner certaines responsabilités aux footballeurs, tout va marcher. Ça marchera. Parce qu'il faut impliquer les footballeurs dans la gestion du football. Comment comprendre aujourd'hui qu'on puisse vouloir alimenter la presse pour que la presse fasse croire aux Camerounais, ou bien pas croire, mettre dans la tête des Camerounais que Samuel Eto'o, qui a quand même gagné des Coupes d'Afrique avec l'équipe nationale, qui a porté le brassard de l'équipe nationale du Cameroun, qui est un brassard dont j'ai fait le reportage dans son quartier à Babylone, Nouvelle, il allait curer les carnivaux, et on me dit aujourd'hui qu'il n'est pas Camerounais. C'est quand même un peu malsain. Et c'est même très grave. Si on va fouiller, c'est Doumboumbon Djouya. Il a fait ses études pendant longtemps. En Italie aussi. Vous le savez, c'est une révélation que je vous fais. Lui aussi, il a un passeport italien. Ils sont nombreux ici qui ont la double nationalité. Et la double nationalité n'est pas un problème pour le Camerounais. Ce n'est pas un problème pour le Camerounais. Vous voyez comment Yannick Noah est très fier de dire à la télévision en France, lors de ses grandes interviews, comment il est fier de parler du Cameroun, comment il est fier de parler de ses origines camerounaises, c'est apporter de la plus-value à notre nation. Aujourd'hui, dire que Samuel Eto'o ne peut pas être président de la FECAFOOT sur le simple fait qu'il a la double nationalité, et puis balancer dans les réseaux sociaux où il aurait dit à Moustique, le charismatique, dans un jeu un peu humoristique, qu'il a un passeport espagnol, une CNI espagnole et une CNI camerounaise. Qui ne l'a pas? C'est ça la question. Qui ne l'a pas? En fait, toutes ces personnes hautement placé ici. Bon, moi j'ai mon passeport vert, je l'ai dans ma poche là. Vous avez, moi j'ai ma CNI. Bon, je ne sais pas si vous êtes français ou JPT et un autre passeport, mais nous sommes. Mais on ne refuse pas on ne peut pas interdire aujourd'hui à Samuel Eto'o fils. Ce serait même, moi je pense que ces personnes-là qui veulent aller dans ce genre de discussion devraient être poursuivies. Parce qu'on ne peut pas arriver aujourd'hui, en 2021, à faire croire que Samuel Eto'o fils ne serait pas camerounais. Et puis on parle de quelle loi là? On parle de loi sur la nationalité. Et je crois qu'il y a aussi quelque chose sur la citoyenneté. Parce qu'il faut faire une différence entre la nationalité et la citoyenneté. Parce que quand les juristes vont s'asseoir pour nous expliquer, beaucoup comprendront que dans le jeu de mots qu'il y a à l'intérieur, Samuel Eto'o fils, il a toute sa place comme tout bon Camerounais pour être candidat. Alors, on disait tout à l'heure, à la présidence de la FECAFOOT. qui suit beaucoup l'actualité culturelle aussi, Ndézé Yango a été victime de ce genre de limite, mais il est revenu quand même dans la gestion. Il est dans la gestion et il est important dans cette gestion-là. Est-ce qu'en évoquant des aspects comme cela, on n'est pas en train d'éloigner les Camerounais de ceux qui peuvent porter des associations comme celle-là? J'allais justement, comme le grand frère Tchambou, dire que je suis très mal à l'aise avec ce genre de sujet. J'ai voulu passer mon tour, mais comme tout le monde a déjà je suis obligée. Pour dire que je ne sais pas si c'est la nationalité qui gère, qui est aux affaires, ou c'est la personne, les compétences de l'individu qu'on attend. Est-ce que c'est à quoi qu'on note, c'est à quoi qu'on juge? Moi, je ne sais pas. Et effectivement, le cas d'Eddie Yango parle avec beaucoup d'acuité en ceci que le gars fait ses preuves. La double nationalité, moi, je ne sais pas à quoi ça travaille, à quoi ça sert. C'est simplement, je vais dire des astuces pour destituer, ou bien pour faire rendre non éligibles certaines personnes qui ont en fait les compétences, le profil qu'il faut. Allez, on peut pas vous battre sur le plan des compétences, sur le plan des projets, sur le plan même de l'aura. On va chercher un élément. On va chercher un Allemand comme celui-là. En fait, tout le monde. On a encore le joker dans la poche. Tout le monde a la double nationalité. Si vous ne l'avez pas, moi je l'ai. Un élément bancal même. Parce qu'il faut voir, moi je pense qu'aujourd'hui, il faut quelqu'un pour bâtir la maison FECAFOOT. Il faut quelqu'un qui a de l'aura. Il faut quelqu'un qui a des relations. Le monde aujourd'hui se joue sur du lobbying. Il y a des choses que vous pouvez faire bouger quand vous avez un carnet d'adresse fort. Et si les gens ne comprennent pas que Samuel Eto'o a un carnet d'adresse fort et qu'il a des chances. Il n'est pas que seul. Hein, il n'est pas que seul. Et il y a Mabouan Kesak aussi. Qui a un carnet d'adresse. Oui, tout à fait, qui a un carnet d'adresse fort. Mais moi, je vois ici
Pas seulement la guerre avec Samuel Eto'o. Moi, je vois la guerre entre ces bureaucrates-là, ces gens qui sortent de nulle part, mais qui sont entrés, ils se sont introduits dans le football, qui veulent écarter les footballeurs. Il y a un fait. Vous êtes allé à Ouarda depuis quelque temps. Est-ce que vous avez vu ce que laissé par Iya Mohamed comme immeuble en construction, comme siège de l'Africa Foot, une vingtaine d'années. Vous arrivez, vous trouvez qu'il y a un directeur, il y a un président de l'Africa Foot qui avait engagé un projet comme celui-là. Vous restez dans les discussions de bas étage alors qu'il y a un siège à construire. On va jouer la Coupe d'Afrique des Nations sans un siège digne de ce nom pour l'Africa Foot et les gens discutent sur Eto'o et Camerounais ou pas. C'est pas ça l'important. Vous avez votre cahier des charges. Est-ce que vous avez totalement rempli le cahier des charges? Quel est votre bilan? Défendez-vous sur votre bilan. Et maintenant, laissez à Samuel Eto'o, ou Mabouan Kessap, ou Roger Mila, ou Bel Joseph Antoine, ou Eugène Keke, ou Ebongue, qu'on n'a pas appelé parmi les autres qui se plaignaient dernièrement, ou encore beaucoup d'autres footballeurs camerounais, s'ils ont 21 ans, jusqu'à 75 ans, la possibilité... Est-ce qu'on ne court pas le risque de répéter ce qu'on a vu en Côte d'Ivoire lorsque la candidature de Didier Drogba a été menacée? On a vu un soulèvement populaire de ce côté, parce que ça se parle au Cameroun. Les gens, après la sortie du président du comité électoral de la Fédération camerounaise de football, commencent quand même à dire faites attention, n'allez pas dans ce sens-là. Ça pourrait irriter quand même les Camerounais. Je pense qu'on n'en est pas encore là, parce que personne ne sait si Samuel sera candidat ou pas, s'il y a d'autres binationaux seront candidats ou pas. Ce que je voulais dire, c'est que on est dans un monde où à la limite rien ne se donne, quoi. Il faut que les footballeurs sachent. Dans le monde entier, le football est majoritairement géré par des non-footballeurs. Donc, vous allez chercher qui est le président de la FIFA, qui est le président de l'UEFA, qui est qui. Bon, c'est on joué, mais pas à un niveau très grand, pareil pour les coachs. Donc, il ne faut pas que les joueurs camerounais aient l'impression que les dirigeants actuels de l'Africa Foot vont leur donner l'Africa Foot en guise de cadeau, quelque chose comme ça. Non, ils vont devoir se battre. Ça ne peut pas être une génération spontanée. Et ce qu'on voit est quand même désolant. Ce qu'on voit est quand même désolant, parce qu'aujourd'hui, vous avez 2 ou 3 candidats qui sont des anciens footballeurs. Moi, je dirais à ces gars, il faut qu'ils sachent. Si c'est pour 2022, peut-être qu'il est un peu tard, peut-être qu'ils ont encore le temps. Mais si les joueurs camerounais veulent vraiment diriger le football camerounais, ce n'est pas à 2 mois de des élections de l'Africa Foot. Ils doivent commencer par s'illustrer au niveau des clubs, au niveau des ligues, mettre en place une stratégie de conquête du pouvoir, fédérer tous les anciens joueurs afin d'arriver à cet objectif-là. Parce que la règle, c'est quoi? Ce sont les présidents des ligues départementales, des ligues régionales. Et les présidents de clubs. Mais vous savez combien d'anciens joueurs qui s'intéressent à ça? Je ne doute pas un seul instant que Eto'o, en tant que président de l'Africa Foot, apporterait... J'arrive même pas à qualifier ce qu'il peut nous apporter, ce mec, avec la dimension qu'il a, avec l'aura internationale qu'il a. Pour moi, si on pouvait le nommer, je demanderais tout de suite qu'on le nomme président de l'Africa Foot. Parce qu'il peut nous apporter beaucoup de choses et il va certainement nous apporter beaucoup de choses. Mais je veux que ces gens-là comprennent que les pleurs ne suffiront pas à leur donner l'Africa Foot. Ils doivent travailler, mettre en place une stratégie de conquête et arriver à atteindre les objectifs. Ils ne s'entendent pas beaucoup entre eux. Justement, ils s'entendent pas beaucoup. Justement, j'y arrivais pour dire que lorsque parler de fédérer les anciennes gloires du football et autres, c'est ça la question primordiale. Ils ne s'entendent pas beaucoup. Comment est-ce qu'on fait si on évolue dans un rang dispersé pour aller conquérir un gâteau aussi costaud que celui qu'est l'Africa Foot? C'est pour ça que moi je parle de projet à long terme qui doit se travailler. Je pense qu'il a fait d'ailleurs, pour Samuel, il a fait une tournée nationale qui était une bonne chose. Ce que je veux dire simplement, c'est que ça demande simplement du temps. Les joueurs camerounais, je ne suis pas sûr que les joueurs camerounais n'aient pas envie de se retrouver en train de diriger l'Africa Foot. Mais simplement, au quotidien, s'ils vivent pas avec des anciens footballeurs, s'ils sont pris en charge, aidés par des présidents de clubs ou d'autres patrons de la fédération, vous verrez que le moment venu, il est difficile pour eux de basculer dans le camp d'un ancien joueur. Parce que pendant toute l'année, ce n'est pas l'ancien joueur, ce n'est pas son collègue qui lui a permis de vivre. Donc, c'est un projet qui doit se travailler sur la durée pour arriver. Et moi, je milite pour que les anciens footballeurs, si les autres ont échoué, pourquoi eux, ils ne devraient pas échouer? Quitte à ce que les anciens footballeurs échouent, qu'on leur donne la chance d'échouer. Mais leur chance, ils doivent l'attraper eux-mêmes. Merci Jean-Paul, merci Pierre Laverdure. Merci. Et dites Mireille, merci d'avoir fait le déplacement. On refait la presse ce mercredi pour ce qui est du sport. On en parlera certainement la semaine prochaine. Les Lions jouent vendredi du côté de Lembe face au Malawi. Ça devrait être une fête, même si on ne sait pas encore si le public aura accès
à ce stade-là. Mais on en reparlera. La rediffusion, c'est ce soir à 21 h, demain 13 h, une autre édition. Très bonne journée à tous.